sujet de la causerie actuelle, ça sera FreeDV. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous a déjà entendu parler de ce type de modulation. C'est une des nombreuses modulations numériques qui apparaissent sur le marché. Mais, alors, c'est un procédé de voix numérique, mais pas que, parce qu'en fait, derrière, évoluent d'autres protocoles, notamment des protocoles de transport. On va considérer que FreeDV, c'est un modulateur, en quelque sorte, au même titre que l'AM, la SSB, ou voire même la CW, mais que, notamment dans le domaine VHF, UHF, on peut y rajouter des couches de transport au même titre que le fait DMR, D-Star, etc. C'est-à-dire que DMR, D-Star et autres utilisent un modulateur concurrent de FreeDV qui s'appelle AMB. Et FreeDV, c'est le AMB ouvert des nouveaux types de modulation numérique. Mais on peut l'utiliser cru, sans autre forme de transport. On verra ça un peu plus tard, notamment en décamétrique. C'est une architecture totalement intégrée au SDR et qui est ouverte, dans le sens où il suffit simplement de rajouter un logiciel et votre SDR va fonctionner avec FreeDV. Flex a annoncé il y a 2 semaines qu'ils étaient compatibles FreeDV. C'est une fausse annonce. En fait, il suffit simplement de rajouter un bout de code. Et comme le logiciel est indépendant du matériel dans les SDR, on peut le faire. Mais pas que. Puisque si vous avez un transceiver tout à fait classique, avec un accès... Alors, on en revient un peu à la conférence de ce matin sur D-Star. Si vous avez un ancien transceiver avec une fréquence intermédiaire un peu étroite, ça posera des problèmes, mais la plupart des transceivers actuels ont au moins un port USB qui permet d'envoyer des modulations un peu violentes, numérique, et ça passe très très bien. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un SDR, mais c'est quand même tellement plus simple avec une radio logicielle. Ça repose sur un codec ouvert, ça a été une... on va en reparler très rapidement après ça. C'est le résultat du travail, notamment de M. Rove, qui un jour s'est dit justement il y a un peu trop de AMB sur le marché. Imaginez que vous souhaitiez construire votre propre transceiver. Je fais partie des fous qui ne supportent pas les appareils commerciaux, notamment en décamétrique. Nécessairement, il y a un moment où j'aurai un problème. À qui je vais payer une licence AMB? Comment je vais faire pour compiler un AMB? C'est pas possible. C'est du propriétaire. Il n'y a pas de chipset AMB qui soit disponible directement. Et si je peux faire un reverse, à ce moment-là, je tombe dans l'illégalité. Et ça fait 10 ans que ce machin existe. Alors, pour vous remettre un peu dans le contexte historique, si vous prenez, par exemple, les productions de Apache Labs dans le domaine des SDR, les premiers appareils sont apparus, les premiers schémas sont apparus en 2005. Rien n'a bougé depuis. Je défie qui que ce soit de me dire qu'il y a une différence fondamentale d'un point de vue architectural ou technique entre un machin qui a été produit en 2005 et les productions d'Apache Lab actuelles. Il n'y a pas de différence. Il y a quelques pouillèmes de dB sur la dynamique, mais l'architecture est la même, le principe de fonctionnement est le même, les logiciels sont ouverts et sont toujours les mêmes. Et c'est ce qui est intéressant dans cette approche open source d'un codec, c'est que les extensions FreeDV que j'utilisais il y a 6-7 ans continuent de fonctionner, mais franchement, je préfère utiliser celles qui viennent de sortir, elles sont quand même beaucoup plus fonctionnelles. Un autre aspect qui est quand même vraiment capital à mes yeux, puisque de temps en temps aussi je m'occupe d'un groupement de gens aussi passionnés par la radio que par les évolutions techniques, c'est que le monde du hacking, je parle du vrai monde du hacking, s'intéresse de toute façon aux transmissions. L'explosion
Meshtastic, l'explosion des systèmes de transmission de données plus ou moins qui ne nous concernent pas directement, parce qu'ils ne sont pas nécessairement sur nos bandes, c'est quelque chose qui a toujours passionné le monde du hacking. Si nous loupons cette approche, je ne dis surtout pas qu'il faut aller recruter des radioamateurs chez les hackers. C'est une fausse vision de l'esprit. C'est nous qui devons nous adapter à leur langage et à leur mode de pensée et à dire « nous travaillons dans ce domaine-là, nous avons des choses en commun ». Là, oui, nous risquons de faire beaucoup de recrues. Et puis, surtout, le dernier élément, c'est parce que ça nous libère du monopole de Hamb. Ça, c'est le premier point. Ça nous libère du protocole d'autres constructeurs. Ce matin, on citait notamment des REM, mais on peut aussi citer les versions radioamateurs qui sont utilisées, par exemple, dans les réseaux d'urgence. Tous ces systèmes sont protégés par des licences. Le but, c'est de fuir ces licences à tout prix. Ça ne veut pas dire que les licences, c'est le mal. Je pense que des réseaux comme Golix ont prouvé qu'on pouvait très bien fonctionner sur des systèmes licenciés. Ma foi, ça tombe en marche. Mais s'il y avait une possibilité de sortir de ce monde et de laisser un peu plus causer les développements perso et les fumées de soudure, ça serait encore mieux. Donc, il n'existe aucun procédé de voie numérique véritablement ouvert et encore plus gratuit. Vous n'avez rien à payer quand vous partez sur du FreeDV. Et parce que dans le domaine du décamétrique, parce qu'on parle de D-star, etc., mais ça, on va dire que c'est des VHF, UHF, dans le domaine décamétrique, il n'y a pas grand-chose. Si on fait exception de la qualification de numérique de tout ce qui est transmission codée, donc TTY et autres informations qui sont purement des informations BF, c'est de l'OOK, c'est des choses assez simples. Il n'y a pas de modulation vocale, il n'y a pas de voix numérique actuellement qui soit véritablement opérationnelle. En fait, je dis voix numérique avec certaines réserves. Le but n'étant pas de transmettre que de la voix. À terme, ça finira par être et de la voix et de la donnée. On est vraiment dans un système qui est capable de travailler aussi bien de la voix et de la donnée, techniquement parlant. Pour l'instant, on s'intéresse uniquement à la voix parce qu'il y a déjà assez de boulot de développement à faire. Mais à terme, de toute façon, il y aura aussi de la donnée en même temps. D'ailleurs, dans le module de base, il y a toujours au moins un string de quelques dizaines ou vingtaines de caractères qui permet de dire « je suis là, mon indicatif c'est ça, mon QTH c'est ça ». Donc c'est de la donnée. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une architecture de licence complètement ouverte. Non seulement c'est protégé par des licences open source, mais c'est accessible à tous. Et les codes sont publiés. Il y a toujours quelque part dans le monde un GitHub dans lequel ce que vous cherchez pourra trouver réponse. Ça, c'est l'homme qui est coupable de cette merveilleuse invention. La première, 2015-2016, ce sont les dates de son GitHub. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est GitHub? Git ou GitHub? De façon très schématique, oui. Alors, de façon très schématique, lorsque Linux a été développé, il était nécessaire à l'équipe de Linux d'avoir un outil de versionning. Parce que lorsque plusieurs développeurs travaillent ensemble, il y en a un qui va travailler sur un bout de code, puis un autre sur un autre bout de code, et puis le chef de projet, au bout d'un moment, il est bien obligé de prendre les morceaux puis de faire de la colle. Et il est capable aussi de demander à deux personnes différentes de travailler de façon séparée et indépendante sur un seul projet, afin de voir si les esprits et les façons d'aborder le problème peuvent être améliorés par des façons de penser différentes. C'est comme ça qu'est né un outil de gestion des différentes versions d'un seul et même
ensemble de développement qui s'appelle Git. Git est donc un outil de récupération de code, mais c'est également un langage, enfin très, très sommaire, hein, c'est du niveau de basique, c'est du Python, c'est pas très compliqué. Et derrière tout ça, il y a GitHub, qu'il ne faut pas confondre avec Git. Enfin, GitHub, GitLab, etc. C'est un repository, c'est une marmite dans laquelle on va envoyer, quand on n'est pas, on va envoyer les programmes qu'on a faits. Et c'est dans cette marmite que le chef de projet va piocher en disant cette version-là, on va l'accepter, on va la mélanger, on va l'intégrer au programme général, etc. Pour nous autres radioamateurs, GitHub est le meilleur moyen de partager nos connaissances. Un radioamateur doit maîtriser Git. Lorsqu'il crée une bidouille électronique, il va utiliser un logiciel. Personnellement, j'utilise KiCad, qui est probablement le système de DA, de dessin électronique et de conception de PCB le moins cher déjà, parce que c'est gratuit, et l'un des plus faciles à acquérir d'un point de vue intellectuel. Je prends mes fichiers, je les envoie sur mon GitHub. Je sais qu'il est partagé dans le monde entier. Ça ne sera pas dans un sombre blog absolument inconnu, hébergé au fin fond du Nebraska et qui disparaîtra le jour où le fournisseur de services décidera de mettre la clé sous la porte. Donc, tout ça est sur GitHub. Et il y a une chose assez intéressante, c'est que sur les fonds baptismaux de FreeDV, vous retrouvez des noms excessivement connus. Bruce Perens. Bruce Perens, c'est le papa de l'open source et de BSD. C'est l'homme qui a porté BSD à bout de bras pendant des années. Phil Karn, je pense que tout le monde connaît cet homme. C'est le papa de TCP/IP, Packet Radio. Radio O'Brien est un peu moins connu. Abdelgarbi, le jour où j'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui m'avait fichu une UA de mail qui tenait la route sans avoir utilisé VI et des chaînes de passe monstrueuses pour envoyer un mail, je l'ai béni, ce gars. Ça fonctionnait très très bien sur le TCP/IP de K9Q. KB0G, etc. Enfin, tout ce que vous pouvez avoir dans le monde de l'origine de TCP/IP possède ou a possédé à un moment donné un indicatif radioamateur. Tous connaissent VK5 DGR. Un petit message de remerciement quand même au passage à F4GRX qui, fin 2016, début 2017, a accepté de faire les premiers essais en FreeDV sur un coin de table. Et nous avons fait une liaison très acrobatique entre la Haute-Savoie et Paris. F4GRX est un gars qui travaille notamment sur les modulations numériques radioamateurs, mais transmission de données. Il a développé lui-même des cartes d'émissions qui ont été présentées à la Nuit du Hack il y a 5 ans, je crois. Comment faire du FreeDV quand on n'y connaît rien ? Il y avait autrefois 2 solutions. Une solution de ROV, de VK5 DGR. C'était un boîtier avec une entrée micro, une sortie vers la prise micro du transceive que l'on souhaite utiliser, avec un produit presque concurrent, puisqu'il n'y a pas vraiment de concurrence, conçu, dessiné et commercialisé par le TAPR. Le TAPR, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est ceux qui ont commercialisé les tout premiers TNC en paquet radio. C'est ceux qui ont également commercialisé les tout premiers SDR haut de gamme de l'Open HPSDR, donc les cartes Ozymandias, Alexiares, etc. Donc qui savent en gros ce que demande un radioamateur. C'est vraiment TAPR, ça veut dire Tucson Amateur Radio, le PR, je ne me souviens plus. Bref, c'est le Radio Club de Tucson, Arizona.
qui a un wiki qui est absolument démentiel. Vous y trouvez une foultitude d'informations. Et tout ça, c'est complètement dépassé, parce qu'on le verra très rapidement, les anciens modes de FreeDV, c'est l'avantage des systèmes open source, c'est qu'ils évoluent, et que les toutes dernières versions de FreeDV ne fonctionnent plus sur ces architectures antédiluviennes. Antédiluviennes, c'est 10 ans. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans FreeDV, investissez plutôt dans un Raspi, dans un Raspberry Pi. Ça marche tout aussi bien, ça marche même mieux, et c'est tout à fait compatible avec, les modes plus récents. Alors, il n'y a pas à l'heure actuelle de limitation de plateforme. Vous avez du FreeDV sur Macintosh, sur iOS, vous avez du FreeDV sous Windows, qui fonctionne merveilleusement bien, vous avez du FreeDV sur quasiment toutes les versions de Linux. Donc choisissez votre arme, de toute façon le résultat sera strictement le même. Ça n'est pas quelque chose qui est exceptionnel. Du fait que FreeDV existe depuis une dizaine d'années, il y a eu, à une époque, pour les quelques fanatiques de SDR, les tout premiers SDR de type QSD, QSE, donc par opposition au DDC DUC actuel, qui s'appelaient les Softrock. Vous avez peut-être entendu parler de ces machins-là. Le Softrock, c'est une version très très allégée du Flex 1000, utilisant un commutateur de bus comme modulateur démodulateur. C'est-à-dire un composant qui coûte moins de 10 centimes. Et ça marchait vachement bien. Ça marche toujours vachement bien, d'ailleurs. Le Softrock permettait de faire un transceiver décamétrique pour environ une trentaine ou une quarantaine d'euros. La qualité de modulation était exceptionnelle, la réception était très très bonne, il y avait des points qui n'étaient pas terribles. Je pense que certains d'entre vous connaissent aussi le M0NK, et c'est des innances plus récentes. Ces deux appareils, pour simplifier la vie des radioamateurs, avaient décidé de ne pas confier à un logiciel la démodulation. Ils ont décidé de le faire avec du hard, donc avec un DSP. Et la première réaction des deux concepteurs, ça a été de dire « mais il y a FreeDV, on va mettre du FreeDV dans le DSP ». Comme ça, on peut directement voir ce type de modulation qui est quasiment inconnu par les radioamateurs être, si possible, le plus utilisé. Bon, c'était purement... Enfin, il ne faut pas se leurrer, ça a été un échec. Les gens n'ont pas accroché. Alors, ils n'ont pas accroché, pourquoi ? Parce que le réglage, la précision de réglage d'une réception FreeDV sur une émission FreeDV, à l'époque, était quand même assez pointue. En numérique, si vous avez un shift de quelques hertz, vous perdez du bit. Et c'est incompréhensible. Or, en numérique, contrairement à l'audio, en audio, vous pouvez recevoir un signal 59, mais vous pouvez aussi le recevoir 32, 33. Mais vous comprenez ce que dit votre correspondant. C'est dur, il faut avoir des oreilles aiguisées, mais c'est intelligible. En numérique, c'est la TNT. Ça passe très bien ou ça passe pas du tout. Il n'y a pas de milieu. Enfin, s'il y a des milieux, je vous montrerai tout à l'heure. J'en ai pris quelques-uns. Si vous êtes sous Windows, sous iOS, voilà comment se présente FreeDV. Ce n'est pas plus compliqué à utiliser que FLDJ ou que n'importe quel logiciel de réception, de transmission numérique. Vous avez des choses que vous connaissez comme Amlib, qui vous permet de simplifier les échanges entre deux logiciels, ou votre logiciel et votre transceiver. Un partage de port com. Ça, tous les gens qui font du pilotage d'antenne ou qui utilisent des logiciels de communication numérique
ont un système... Alors, Comocom, maintenant, ne fonctionne plus sous Windows 10. Enfin, tout le monde connaît plus ou moins ces outils de partage. La seule chose que vous avez en plus par rapport aux décodeurs TTY et autres, c'est un système de redirection audio, puisqu'on est en voix numérique. Là, il faut avoir quelque chose qui récupère de l'interface FreeDV, qui est là, et qui puisse l'envoyer. Donc ça, c'est un câble audio virtuel. Personnellement, j'utilise VB Audio, mais vous avez aussi VAC, qui est un produit commercial. VB Audio est un développement français qui est gratuit. Autant prendre celui-là. Et puis remercier l'auteur avec une bière ou avec quelques francs. Ça coûte vraiment pas cher et c'est vraiment très bon. Ce logiciel audio est en relation avec FreeDV, qui lui va renvoyer le signal encodé ou décodé, donc soit en réception, soit en transmission, vers l'interface de votre SDR ou vers le port USB de votre transceiver conventionnel. Donc, techniquement, FreeDV n'est pas plus compliqué que de recevoir du TTY. Enfin, ça, c'est maintenant. Mais ça, c'était avant. Avant, lorsque vous lanciez une interface FreeDV, vous aviez plusieurs choix. Au menu, le 800XA, le 1600, le 700B et le 700A, je ne me souviens pas. Là, vous avez justement la capture d'écran du jour où j'ai fait ma première liaison avec F4GRX. C'est pas jeune. Et là, un décalage de 10 Hz foutait la réception en l'air. C'était mortel. Donc, on a joué un moment avec ça. Il fallait avoir un diagramme de... Oui, je ne sais pas si vous voyez, mais le diagramme de l'œil, là, est d'une propreté absolue. Ça arrive quand vous avez beaucoup de chance. Ce n'est pas toujours comme ça. Et alors, quelle différence y a-t-il entre ces différents modes ? C'est simplement l'espace, la bande passante utilisée. Vous êtes sur du 800 bits par seconde, 1600 bits par seconde, 700 bits par seconde, sur 2 modes différents. Et on voit très bien les sous-porteuses du mode numérique qui s'affichent là sur le 700. Sur le 1600, mais bien entendu, on a beaucoup plus de sous-porteuses. Ce qui veut dire qu'accessoirement, on peut assez aisément, si vous êtes des mordus de dev SDR, vous fabriquer un décodeur. Il y a d'excellentes sources et d'excellents syncs en GNU Radio. Il y a beaucoup de gens qui continuent à utiliser... On va y revenir, parce que GNU Radio est une brique fondamentale dans le domaine du décodage des émissions, qu'elles soient numériques ou d'ailleurs analogiques. Mais on peut faire du FreeDV sans l'interface FreeDV. Faut aimer. Mais ça, c'était avant. Maintenant, on a RAD. Alors, ne cherchez plus un correspondant avec du 700 ou du 1600. C'est fini, ça a disparu en l'espace de, on va dire, 3 à 4 semaines. On a vu disparaître des centaines d'utilisateurs qui avaient l'ancien mode. Tout le monde est passé à RAD. Donc, ce n'est pas la peine que je vous embête pour vous expliquer comment fonctionne le 700B. C'est à oublier complètement. RAD, ça tombe en marche. Quel que soit le décalage de fréquence que vous puissiez avoir avec votre correspondant, vous pouvez avoir 30 à 40 Hz de différence de fréquence centrale. À vous de simplement un peu élargir la bande passante de votre filtre d'entrée. Mais c'est devenu très tolérant. Et il y a un autre avantage. C'est ça. Avant, au début de FreeDV, il y avait un truc qui s'appelait FreeDV Reporter. FreeDV Reporter, c'était un peu comme un DX cluster consacré à FreeDV. Ça vous permettait de dire que VK2 machin chose était sur telle fréquence, et c'était tout. C'était un DX cluster. Donc vous appeliez,
du fait que le gars était peut-être, le signal était peut-être un peu impacté localement par un gars qui n'avait pas très bien compris que la fréquence était déjà occupée, enfin bref, vous connaissez les problèmes. Avoir un correspondant en FreeDV avec les anciens modes, c'était sportif. Maintenant, FreeDV Reporter est intégré à j'ai failli dire l'UA, enfin, l'interface utilisateur du démodulateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, systématiquement, FreeDV Reporter va récupérer le rapport signal sur bruit de votre émission et de son signal à lui. Il va signaler votre présence effective sans que vous ayez à le faire. Et X ou Y, en l'occurrence là, pendant ce QSO, c'était F4LVE, savait que j'étais en train de l'espionner. Les lurkers sont interdits. On sait tout de suite qu'on est écouté. Et c'est ça qui est génial. Si vous vous lancez dans FreeDV, en moins de 2 minutes, vous avez un correspondant. En moins de 2 minutes, vous avez quelqu'un qui va vous parler modulation numérique et qui ne va pas vous raconter le temps qu'il fait chez lui. On commence à avoir des conversations techniques qui sont véritablement passionnantes. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué la propreté de l'émission. C'est carré, c'est net, il n'y a aucun splatter. C'est une émission numérique, il ne faut quand même pas oublier d'exciter votre PA à 50% de la puissance, hein. C'est comme la FM. Il y en a quelques-uns qui ont grillé du transistor en oubliant ce léger détail. Ce n'est pas de la BF classique. Donc, alors maintenant, la base FreeDV a littéralement explosé. En DK, mais également en VHF, UHF, on va y arriver assez rapidement. De quoi a-t-on besoin pour émettre en FreeDV? D'un transceiver et d'un peu de chance, d'un peu de propag. À partir du moment où votre signal... Alors, j'ai mis là SNB de 3 dB. Là, c'est vraiment la voie royale. Il m'est arrivé de faire des QSO avec 1 dB au-dessus du bruit. Donc, c'est quelque chose qui permet de faire des X assez intéressants. Il ne faut pas croire que c'est aussi en kikinant à mettre en œuvre que les anciennes versions de FreeDV. On est vraiment dans un nouveau monde. Les logs sont faits quasiment automatiquement puisqu'on voit l'indicatif du correspondant qui s'inscrit, grâce justement à FreeDV Reporter. L'intégration dans les appareils du commerce. Eh bien, là, on a une intégration par Flex Radio. Ils ont fait une publicité monstrueuse en disant « Ouais, on a la donne, machin chose ». En fait, faut pas... enfin, c'est une illusion. Il suffit simplement de rajouter un logiciel sur votre ordinateur. Ils n'ont rien fait de véritablement révolutionnaire. Donc c'est du marketing. Il faut se méfier de ce genre d'annonce. Ajouter FreeDV à votre configuration logicielle, c'est quelque chose qui demande 5 minutes maximum. Il n'y a pas l'audio? Damned. Ok. Non, mais c'était pas vidéo avant, mais j'étais affiché en 169, je crois, quelque chose comme ça. J'ai fait une erreur de virgule. Ça, le cloud, j'espère qu'il va bien. Oui, bah, écoute. La météo va changer. Aujourd'hui, on a encore 17 degrés. Et l'année 17 degrés, c'est en train de décroître. Vous entendez l'affichage avec la prise de mesure de la puissance, bah écoute, ça suffit largement. J'ai fait quelques QSA aujourd'hui. J'étais sur Divet tout à l'heure, mais je l'ai fait entendre, mais il n'y a pas de réponse. Avec PSK Reporter, tu vois qui c'est qui t'entend. Vous pouvez couper l'audio. Alors, 5, enfin, vous remarquerez qu'il n'y a pas le moindre souffle. On est en DK. C'est 40 mètres. Toutes les émissions, c'est comme ça. Bon, là, il arrivait bien, hein. Quand même.
Mais j'ai pas cherché la chose la plus impossible. Hein. Donc là, c'était une liaison avec avec Francfort, NPK. Il y avait, non, c'était l'Alsace. Pardon. Je pense que vous avez remarqué la façon dont l'émission était toujours aussi propre et aussi délimitée, malgré un QRM local assez fort. Là, on est sur des conditions de réception un peu plus laborieuses, puisque le signal se situe aux alentours de 0,1 dB. C'est l'Allemagne. Oui. Ob ja das gleichmäßig wieder bleibt oder was. Ich habe das jetzt, habe ich die mittlere Modulationshöhe schon etwas erneuert. Ich habe als gleich auf dem Bild, der Tabellenanzeige sogar gleich wird, in der Bereich, die ich vorhin hatte, der Tabellen, vous voyez que par rapport à l'herbe, c'est pas épais. En audio, il aurait fallu que j'enclenche au minimum NR2, voire NR3 et NB2. Pour ceux qui connaissent, qui connaissent Tethys, ce sont des processeurs de signaux, des filtres, des réducteurs de bruit qui sont fichtrement efficaces. Bien plus efficaces que tout ce que l'on peut trouver actuellement sur du transceiver super hétérodyne. Là, j'appuie une fois. Je prie. Non, je vous écoute. Je vous écoute de grâce. C'est mauvais, mais c'est fait exprès. Ça ne sera pas modifiable avec ce PC. Hein. Voilà, faut qu'on traite à vous deux. Non, il est très bien. Mais je ne suis pas très satisfait de ce type de... On peut couper. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Là, c'était un QSO avec un émetteur analogique, donc avec un module, enfin, je ne sais pas ce qu'il utilisait, un Raspi ou un truc comme ça, branché sur la prise micro. On a typiquement un problème de linéarité de l'ampli et probablement des variations de tension. Ça, c'est mortel en numérique. Il faut que les tensions soient recta. Mais, bon, j'ai pas l'intention de vous dire que tout est merveilleux en FreeDV. Il y a des moments où on peut sortir d'abominables choses. C'est une de ces abominables choses. La communauté FreeDV est là pour dire « bon, c'est pas terrible, va plutôt chercher dans tel domaine ». Et ça, c'est quelque chose de remarquable. Je n'ai jamais entendu un QSO FreeDV finir par une engueulade en disant tes émissions sont pourries. Non. Au contraire, il y a une recherche constante de qualité et d'amélioration. On se retrouve avec, d'accord, le Cénacle n'est pas immense, mais on a au moins une entente entre pratiquants de cette religion idiote qui est assez solide. FreeDV sans décodeur, mais oui, au fait, qu'est-ce que c'est ça ? Bon, on peut passer à la suite. Ça, c'est de la FM, ce que vous venez d'entendre. On peut le repasser ? Alors, ça dit... It's easy to tell the depth of a well. 4 hours of steady work clusters. Alors, là, vous venez d'entendre une émission... Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. C'est RAD over baseband FM. Il n'y a de proof of concept que sur le site de Rove. Hein. Ça va venir. C'est pas encore complètement développé et accessible. Le but est de pouvoir... Alors, on a dit tout à l'heure que derrière FreeDV, il y avait également des infras de transmission, un peu comme D-Star ou autres, qui permettaient... il fallait bien différencier la partie modulation qu'est FreeDV et la partie couche de transport et émission qui sont les protocoles d'échange numérique. Le but de RAD over baseband FM, c'est justement d'éviter d'avoir quelque chose de compliqué comme DMR ou autre.
c'est-à-dire des couches de gestion numérique très lourdes. On prend de la FM et on envoie directement une modulation FreeDV dessus. On peut passer à D-Star. Dans les mêmes conditions d'exploitation. Hein. Donc, 2 stations éloignées avec un peu de fading. Il s'agit de stations mobiles. Voilà ce que ça donne maintenant avec Raday. Huge canoes lit on the smooth planks. Blue the sheep to the dark blue background. It's easy to tell the depth of a well. 4 hours of steady work faced us. Comme on dit, il n'y a pas photo. Alors, comment ça se fait? Eh bien, Rove a quand même sérieusement triché sur ce coup-là. Vous avez une communication numérique avec des aberrations. Ces aberrations sont corrigées par un LLM. Ça veut dire que derrière, il y a de l'intelligence artificielle embarquée. Elle ne nécessite pas une connexion Internet. Mais ça veut dire que derrière, il y a quand même du boulot. Ce n'est pas quelque chose de simple. Le but de Rove, parce que c'est un homme qui ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, c'est quand même de faire une solution qui soit accessible et intéressante pour des professionnels, notamment pour tous les gens qui ont des transceivers, des talkie-walkie, police, services d'urgence, etc., qui se trouvent quelquefois dans des conditions d'émission qui sont particulièrement difficiles. Alors ça intéresse bien entendu les radioamateurs. Mais le but, c'est quand même d'avoir une base commerciale qui permettrait à Rove de mettre un peu de beurre dans les épinards. Donc ça veut dire surtout que FreeDV est une base technique qui permet des évolutions dont on ne connaît pas encore les limites. Il faudra bien se mettre dans la tête que tôt ou tard, un radioamateur, alors je parle de ça, hein, on va dire dans 5 à 10 ans, un radioamateur ne fera rien sans IA dans ses transceivers. Notamment déjà en termes de reconnaissance des types de modulation. Quand vous regardez des waterfalls en décamétrique, je défie qui que ce soit de dire du premier coup, ça c'est du TTY et ça c'est tel type de modulation, parce que le nombre de modulations numériques va augmenter de façon considérable. Quand vous voyez des émissions autant, un SDR autant, quand vous regardez le système de codage, c'est monstrueux. Il faut vraiment se taper la lecture des specs. Vous vous rendez compte qu'on peut faire des choses qui sont absolument incroyablement complexes. Et il n'y a pas que les militaires. Hein. Il y a aussi les civils, les services d'urgence, etc., qui tous utilisent des transmissions codées et des transmissions chiffrées, qui sont deux choses différentes. Donc, il va y avoir de plus en plus de recours au LLM pour corriger les modulations, pour être capable de savoir du premier coup à quel type de modulation on a à faire. C'est dans le sens de l'histoire. Mais arrive aussi un autre concurrent également open, qui lui vise directement le marché des stars, DRM, etc. C'est M17. Ce n'est pas encore très connu en France. C'est surtout connu en Pologne. Le principal promoteur et auteur étant polonais. Il y en a pas mal en Allemagne, il y en a pas mal en Grande-Bretagne, bien entendu aux États-Unis. En France, c'est encore un peu trop timide. Qu'est-ce que c'est que M17 ? C'est du FreeDV, donc pour la partie codec. C'est ce que j'appellerais un système d'exploitation de transceiver qui existe depuis assez longtemps, qui s'appelle OpenRTX, qui est l'évolution, je ne sais pas si vous avez entendu parler de GD77. C'était une sorte de Graal qui consistait à dire un jour, quand je prendrai un talkie-walkie, l'interface sera la même, quelle que soit la marque. Bon, c'était complètement illusoire, mais c'était très intéressant parce que ça permettait de poser les primitives de choses que nous utilisons tous de façon commune. Par exemple, GD77 n'a strictement pas à s'intéresser aux aspects chiffrement d'une communication, et pour cause.
On n'a pas le droit d'émettre de manière chiffrée sur nos fréquences. Or, tous les transceivers que nous avons, qui sont DMR ou autres, ont un module de chiffrement, parce que dans certains pays, ces modulations propriétaires sont également utilisées par des services civils qui ont besoin de chiffrement. Oui, non, bon. Donc, on a codec 2, au-dessus de codec 2, le système d'exploitation du Toki, et au-dessus, des couches de transport qui ne sont plus de la FM, mais qui sont un système d'émission numérique. Donc, c'est l'équivalent de D-Star. On est vraiment sur un système de D-Star et de DRM. On est vraiment sur des produits concurrents. La seule différence, c'est que M17 est totalement open source. Et ça, c'est vital. Avec quoi peut-on faire du M17 ? Malheureusement, c'est pas riche. Retevis et Itera, c'est le même transceiver. Il n'y a que la marque qui change l'intérieur. Quand vous l'ouvrez, c'est le même truc. Il n'y a pas une petite modification à faire pour ça ? Si, absolument. Bon, pour ceux qui n'aiment pas les CMS, je ne recommande pas trop, parce qu'on est sur du composant qui est en 0,4, 0,2. C'est petit. Donc, binoculaire conseillé. Mais c'est facile. Il me faut moins de 2 heures pour modifier un transceiver comme ça. C'est pas non plus la mer à boire. Et ensuite, derrière, on doit reflasher le firmware pour mettre ce fameux OpenRTX dessus qui gère M17, donc qui gère les transmissions numériques. Ça, c'est la première approche. Mais comme tout le monde n'est pas versé dans l'art et la manière de bidouiller des trucs du commerce. Oh, non, zut. C'est moi qui... Non, on n'y arrivera jamais. C'est quoi ? Voilà. Alors, mais comme tout... Alors, oui, j'ouvre ici une parenthèse. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un petit clash provoqué par l'auteur de MMDVM et Pistar à propos de M17. Je n'ai pas très bien compris ce qui se passait. Donc M17 a été supprimé des protocoles dans Pistar. Immédiatement, l'équipe de M17 a répliqué en disant bon, on s'en fout, on va développer WPSD et ses dérivés de Pistar et puis ça va bien marcher. L'auteur de Pistar a compris qu'il fallait faire machine aérienne vite fait et il a rajouté M17. Donc, vous avez la possibilité d'avoir votre hotspot en M17, ça fonctionne. Je pense que maintenant, la base installée de M17 et la possibilité de joindre d'autres réseaux, donc y compris par exemple Brandmeister et autres, en utilisant ce hotspot est tout à fait possible et facile. Donc cet aspect est purement anecdotique. Lorsque vous avez un transceiver M17 du commerce ou pas, donc bidouillé, vous avez directement accès au réseau. Il n'y a plus ces limitations qu'il y a eu à un moment donné. Ça a été un épisode qui a duré 4-5 mois. C'est tout. Voilà donc. Alors ça, c'est vraiment la base de M17 et des évolutions VHF, UHF de FreeDV. Ici, vous avez un machin qui s'appelle l'INHT. L'INHT, c'est ça. Et ça donne ça comme résultat. En fait, en gros, c'est le même principe que ça. La seule différence, c'est que vous n'avez pas à souder de composants exotiques sur une carte mère qui existe déjà. Vous prenez la carte du transceiver, vous la foutez à la poubelle. Et vous la remplacez par une autre carte, mais que vous montez vous-même. Là, vous avez aussi du 0,40. Donc, ça dépend quel type de choses vicieuses vous appréciez. Qu'est-ce que l'INHT ? C'est la reconstruction d'une carte mère de transceiver en faisant abstraction du côté très enquiquinant de la construction d'un TX, c'est-à-dire l'interface clavier, l'afficheur, l'antenne, enfin toute la quincaillerie qu'il y a autour,
et qui fait que quelquefois, quand on essaye de, faire de réaliser un truc purement radio-amateur, on a un machin ugly, c'est hideux, on a des problèmes avec les YL, bref, vous imaginez, d'un point de vue esthétique, c'est abominable. Là, maintenant, c'est un rétévis, vous l'ouvrez, vous changez la carte. Qu'est-ce que l'INHT? Comme son nom l'indique, c'est un Linux TX, c'est un Linux portable. Donc vous avez un kernel Linux. Sur ce kernel Linux, vous avez GNU Radio. Oui, ça en fait peur à certains. Et l'application qui gère FreeDV, OpenRTX, etc., tourne en GNU Radio. C'est pas très rassurant au début, mais ça fonctionne. Ce n'est pas encore réellement disponible. Vous pouvez récupérer le PCB. Bien entendu, c'est publié. Le cuivre est sur GitHub, le code est sur GitHub, etc. On en est quand même qu'à la seconde release bêta. Ne vous pressez pas. Je pense qu'il est préférable, compte tenu de la complexité d'un tel appareil, d'attendre à peu près 6 à 7 mois que les versions RTM soient disponibles. Exceptionnellement, il y a un truc qui s'appelle le C7000M17+, qui est le premier appareil commercial intégrant M17 de façon native. Je ne recommande pas ça, franchement, les prix sont hallucinants. C'est pas le prix d'un... C'est fabriqué en Chine, mais ce n'est pas le prix d'un Toki chinois. Ce que je vous ai montré, c'est-à-dire ça, c'est la modification. Donc vous voyez, il y a 2 fils à rajouter. Ça paraît être simple. Ça paraît simple, il ne faut pas trembler. Ça, c'est la modification de deux transceivers. Le MDUV 390 et le T3S. Tout comme FreeDV, vous avez également la possibilité d'avoir un module, c'est le M17 module, qui lui, comme FreeDV, vous branchez un brick au-dessus, vous branchez la sortie du M17 machin sur votre transceiver, sur la prise micro, et vous faites du M17. Donc ça, c'est pour les gens qui ont déjà une station VHF, UHF, un peu haut de gamme, du genre bifréquence ou trifréquence, qui coûte un peu d'argent et qu'on ne souhaite pas particulièrement ouvrir. Ça vous permet d'avoir du M17 direct et surtout d'avoir un module qui évolue d'un point de vue logiciel. Parce que le problème, c'est surtout ça. On investit sur du matériel, on s'aperçoit que d'un seul coup, il est plus valable. Les serveurs MMDVM ont également beaucoup évolué. Il y a deux chapeaux de hâte pour Raspberry Pi, je ne sais plus si c'est une Nano ou du micro, qui sont flashés avec la gestion M17 de façon native. Donc ce n'est pas très très compliqué, vous branchez le machin. Et puis si vous en voulez en savoir plus, ruez-vous sur la page des liens. Ce n'est qu'une toute petite partie de ce que l'on pourrait rechercher dans ce domaine-là. J'espère sincèrement qu'au moins 10% de la salle se mettra à M17, parce que vraiment, c'est un type de modulation extraordinaire. Question à propos du M17. Est-ce qu'il est possible de moduler M17 sur HF, puisque c'est un dérivé de FreeDV? Aucun intérêt. Il n'y a vraiment aucun intérêt. Rajouter en DK une couche de transport numérique, ce serait une véritable catastrophe, parce qu'on ajouterait des problèmes de réception. Parce que là, il y a la couche transport, c'est pour ça? Oui, c'est la couche transport. Okay. Il faut considérer M17 comme une couche transport qui, accessoirement, utilise FreeDV. Autant utiliser FreeDV. Tout à fait. Voilà. Compris. Oui, il n'y a aucune raison de le faire. D'accord. Vraiment. Okay.
Non, le premier saut, le premier pas à franchir, c'est s'amuser à faire du M17 en DK. Non. Du FreeDV en DK. Bah, vous voyez, c'est de votre faute. Désolé. Bonjour, j'avais une petite question, éventuellement, une ou deux d'ailleurs. Je me posais la question sur la sensibilité aux perturbations. Vous disiez tout à l'heure qu'il pouvait y avoir un canal qui était un peu perturbé. Du coup, comment se Vous avez vu les Allemands avec 1 dB? Oui, bien sûr. Voilà, la réponse, elle est là. La réponse, c'est que c'est assez robuste, on va dire. Très C'est robuste. hyper robuste. Bon, je ne cacherai pas que la propag joue beaucoup. Hein. Là, mes antennes... j'habite en fond de vallée, c'est terrible. J'ai un multidipôle. Il est orienté direction la Teutonie. Hein. Je ne peux pas m'amuser à faire autre chose. Et j'attends que la propag tourne. Quand la propag tourne, de toute façon, elle arrive toujours du côté de l'Est sur le coup des 11h midi. Et non, on arrive avec des signaux qui arrivent sur les genoux à décoder. De toute façon, c'est simple. On entend ou on n'entend pas. Et l'avantage de FreeDV Reporter, c'est qu'on essaye petit à petit. En fait, on a un tableau qui s'affiche, et en face de chaque call, on a le rapport signal sur bruit. Donc, on ne va pas s'amuser à chercher des gars qui sont déjà signalés avec moins 9 ou moins 10 dB. Non. De toute façon, déjà, on ne les soupçonnera pas. D'accord, parfait. Après, une deuxième question. Il n'y a qu'une émission possible sur le même canal, on est d'accord ? On ne peut pas avoir plusieurs émissions en simultané. Est-ce qu'on peut... Pour l'instant, pas encore. Ah, c'est du projet, alors. Alors, il y a une chose que j'ai pas signalée. Il y a quelques années de ça, on a vu apparaître un gars qui s'était signalé, qui avait fait une bidouille très très intéressante publiée sur Hacketé. C'est Guillaume F4 HKD qui a fait un truc merveilleux qui s'appelle New Packet Radio, NPR. Oui, ça on a aussi. Ça fonctionne pas mal. Il y a 2 semaines de ça, au K5 VAS, Vastimil Slintak, excusez-moi, ça se prononce comme ça s'éternue, a montré, a publié des photos, ça sera open, ça sera GitHubé, d'une version 100 fois plus rapide de cette partie-là, et qui, dans son article de présentation, dit pourquoi ça ne serait pas une extension à M17 pour la partie data. Parce que là, alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est NPR, ça n'a rien à voir avec le packet radio, mais strictement rien à voir. C'est une interface full IP. Et derrière, vous utilisez bêtement Telnet, il paraît que c'est interdit, c'est pas très secure. Bon, vous utilisez le protocole que vous voulez, donc c'est du IP, de l'IP pur. Vous prenez votre Windows, votre Mac, votre n'importe quoi, vous êtes en IP pur, sur l'air. Vous avez une architecture, alors sur l'ancien modèle, qui était 1 mètre et 8 esclaves, ou un truc dans ce genre-là. Hein, ça permettait d'avoir un réseau en étoile. Les amoureux de Token Ring se souviendront avec beaucoup d'émotion de cette période. La nouvelle version de Vastimil a l'air de s'affranchir de cette limitation, mais reste compatible avec la structure maître-esclave de l'ancienne version. C'est-à-dire qu'il a eu l'intelligence de respecter absolument la compatibilité ascendante. Et peut-être qu'un jour, effectivement, ce sera la couche de transport data de FreeDV. On a fait, il y a eu d'autres... je suis désolé, je suis pris par le temps, mais il y a eu effectivement d'ores et déjà des essais de transmission directe de flux de données en FreeDV pur. Ça marche. Je trouve que c'est quand même de la bidouille. Tu voulais poser une question ? Voilà, bon. Mais oui, non, mais... Aussi pour rebondir sur
Ouais, aussi, pour rebondir sur la question du premier intervenant là, qui posait les questions, une des autres raisons pour laquelle on n'utilise pas les mêmes modulations en HF et en UHF, c'est c'est la même. Enfin, non. Non, d'un Oui. point de vue radio, on n'utilise pas les mêmes modems au final, si j'ai bien compris. Non, en fait, oui et non. En fait, le FreeDV utilisé en VHF-UHF Ouais. a été gelé au moment où M17 a bossé sur ces modules. Hein. Donc, ils n'ont pas encore intégré RAD. C'est D'accord, uniquement un problème de calendrier. D'accord, ok. En plus, bon, j'ai un peu bossé avec, très rapidement avec le dev leader sur du hardware. Parce que je ne suis pas technicien. Enfin, je dois préciser quand même que je n'ai aucune compétence technique. Donc, dessiner quelques petits trucs avec des transistors, ça va, je sais encore. Mais pour la partie dev, ce n'est pas mon domaine. Mais on va dire que c'est un development manager qui est un peu pet sec. Il s'est attiré quelques inimitiés, il y a eu quelques clashs. Bon, maintenant, il a mis beaucoup d'eau dans son vin. Ça reste quand même... Mais on ne peut pas lui en vouloir. Quand Linus Torvalds a commencé à bosser sur Linux, s'il n'y avait pas eu un gars qui était capable de taper du poing sur la table en disant « le dev, ça ira dans telle direction », Linux serait encore en train de jouer est-ce que FreeBSD et NetBSD sont... Non, ouais, ceux qui connaissent l'histoire connaissent l'avenir de ce genre de discussions qui n'en finissent pas.